Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur les champs magnétiques. Il s'agit ici de déterminer le champ magnétique créé par un tore. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tore, je l'ai représenté ici de profil et de dessus. Concrètement, c'est comme un donut, c'est-à-dire que vu du dessus, on a le donut qui est tout autour, au milieu le cercle style du vide, et tout autour c'est du vide également. Ici de profil ça se voit un petit peu moins, mais on devine également, hein, tout autour ici l'espèce de donut. On peut aussi dire que c'est un tuyau cylindrique qui s'enroule sur lui-même. Et ce tore, justement, ce qu'on appelle un tore, est constitué de n spires tout autour. Donc vu du dessus, on voit que les spires, elles sont comme ça, donc des spires cylindriques. Et elles sont parcourues par un courant I, et le sens de ce courant, c'est de l'intérieur vers l'extérieur en passant par le haut. Donc là, ici, c'est ce que représentent les flèches, hein. On le voit bien ici, ça part de l'intérieur, ça passe au-dessus vers l'extérieur, et après, ça revient. Ici, même principe, ça part de là, ça fait comme ça, et après, ça revient. Ce que l'on voit ici, sous cette forme-là, donc à gauche, ça fait comme ça, et à droite, ça fait comme ça. Pour calculer le champ magnétique, on va tout simplement utiliser le théorème d'Ampère. Mais avant d'utiliser le théorème d'Ampère, il faut étudier les invariances et les symétries par rapport aux repères que l'on a choisis. Alors, quel est le repère ici que l'on va choisir? Ici, on voit qu'on a quelque chose qui est à symétrie cylindrique, donc on va choisir les coordonnées polaires. C'est-à-dire que si on a un point M ici, on va prendre le repère ER, et ici Eθ. Alors pourquoi on prend Eθ comme ça et pas dans l'autre sens? Alors si on fait la règle avec la main droite, on a le ER qui est comme ça, le Eθ qui est comme ça, et donc on a le Z qui est vers la direction de la caméra. On le voit mieux ici si on prend là, hein. On a le ER qui est comme ça, le Eθ qui va dans ce sens-là, et donc on a ER, Eθ, et donc EZ qui est vers là. Donc ici on met un petit point pour dire que c'est selon EZ. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir étudier les symétries et les invariances du champ magnétique. Donc si on prend un point M qui est ici, ça peut dépendre de R, de θ et de Z. Donc le B peut dépendre a priori de R, de θ et de Z. Pour l'instant je ne mets pas de vecteur. Mais on voit qu'il y a une invariance selon θ, puisque c'est à symétrie cylindrique. Donc finalement, par invariance, par symétrie, le champ ne dépendra pas de θ, donc le champ ne dépendra que de R et de Z, avec R qui est la distance au centre. Donc là par contre ça va dépendre, parce que plus on est loin, plus forcément le champ magnétique va être faible. Et selon Z, ça va dépendre aussi, puisqu'on voit que si on monte ou on descend, ce ne sera pas du tout la même chose, a priori évidemment, on verra par la suite si ça peut, si éventuellement il y a une invariance selon R et Z. Maintenant au niveau du vecteur, ce qu'on va faire c'est trouver des plans de symétrie ou d'antisymétrie pour le champ B, pour le courant pour trouver le champ B. L'idée c'est que si on prend le plan qui coupe comme ça le donut 102 et qui passe par le fameux point M ici, donc le plan qui est comme ça, on voit que ce plan est un plan de symétrie pour le courant. Pourquoi? Alors je le trace en pointillé, hein. Donc c'est le plan ici qui coupe le donut 102 et qui passe par le point M. Et donc on voit que le courant I qui est ici, de l'autre côté, si on fait le symétrique, ça va nous donner le courant I qui est là. Et là on voit que c'est symétrique, puisque ici c'est symétrique par rapport à ça. C'est pas antisymétrique, c'est symétrique. Mais on sait que quand on a un plan de symétrie pour le courant, à ce moment-là, le B est perpendiculaire à ce plan. Or, ce plan, c'est le plan ER-EZ, donc le vecteur perpendiculaire à ER-EZ, c'est Eθ. Donc on sait que B va être selon Eθ. Alors Eθ ou moins Eθ, ça dépend, hein, on verra, ça dépend de la valeur du champ B, mais ça nous donne du coup B de R et de Z selon Eθ, avec B qui éventuellement peut être négatif. Une fois que l'on a fait ces invariances et ces symétries, on va pouvoir appliquer le théorème d'Ampère. Donc je remets ici que B, c'est B de R et de Z selon Eθ, ça on va s'en servir. Alors le théorème d'Ampère, on va faire un petit rappel dessus. Ce qu'on doit faire, c'est prendre
un circuit qui passe par le point M, un circuit fermé, et à ce moment-là, on sait que l'intégrale sur ce circuit de B scalaire dl est égale à mu0 fois I enlacé. Avec le I enlacé qui est les courants qui traversent le circuit en question, et l'intégrale de B scalaire dl, c'est l'intégrale simplement du champ B selon le circuit dl. Ici, on a trois zones distinctes. On a la zone à l'intérieur du tore, ici, donc dans le vide. On a la zone qui est dans le tore, mais cette fois-ci non pas dans la partie vide, mais dans la partie entre les spires. Et enfin, on a une troisième partie qui est autour du tore, donc en dehors du tore. Et ce qu'on va faire, c'est trois intégrales, enfin c'est trois théorèmes d'Ampère différents pour ces trois parties. Alors, on va refaire le petit schéma ici, et à chaque fois, je vais montrer quel est le circuit, du coup, que l'on prend. Donc ici, on a toujours les spires traversées par un courant I. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va avoir trois zones. Une zone, déjà, qui va être à l'intérieur. Donc si j'ai un point M à l'intérieur, qu'est-ce que je vais prendre comme contour? Je vais prendre le circuit qui est comme ça. Alors le circuit, comment je vais l'orienter? Le circuit, je vais l'orienter, par exemple, dans ce sens-là. On verra que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pourquoi ici je le mets dans ce sens-là? Parce que d'après la règle du tire-bouchon, si je tourne dans ce sens-là, à ce moment-là, je monte et donc je vais selon Z, puisque EZ est dans ce sens-là. Si je mets dans l'autre sens, à ce moment-là, ça va vers le tableau et donc ce serait selon moins EZ. Ça, c'est le DL. Au final, on verra que ça n'a pas d'importance. Et donc, si on fait le théorème d'Ampère, on sait que l'intégrale de B scalaire dl sur ce contour fermé est égale à mu0 fois I enlacé. Alors, que vaut l'intégrale de B scalaire dl? Eh bien, B, on sait que c'est B de R et de Z selon Eθ, avec le R qui est fixe, puisque ici, comme je suis sur un cercle de centre, le centre du tore, le R ne varie pas. Le Z non plus ne varie pas, puisque j'ai un cercle qui est ici dans le plan, enfin dans le même plan par rapport à Z. Et j'intègre donc ça avec le dl, et je sais que pour un cercle, j'ai le dl qui vaut R dθ, avec le θ qui varie de 0 à 2π, puisque je prends tout le cercle. Maintenant, que vaut mu0 fois I enlacé? Mu0 fois I enlacé, ça vaut le courant qui traverse le circuit en question. Sauf que là, on voit bien que le courant, lui, il est dans les spires qui sont dans le tore. Mais moi, comme je suis dans la partie vide à l'intérieur du tore, je vois très bien que à l'intérieur du circuit fermé, il n'y a pas de courant qui passe. Et donc, s'il n'y a pas de courant qui passe, le I enlacé est finalement égal à 0. Donc, j'en déduis que cette intégrale est égale à 0, puisque je n'ai pas de courant à l'intérieur de mon circuit. Maintenant, comme j'intègre par rapport à dθ, alors autant pour moi, j'ai oublié le dl qui est selon Eθ aussi, puisque c'est selon un cercle. Donc à ce moment-là, on sait que c'est tangent au cercle, donc selon Eθ. Là, je vois que comme j'intègre par rapport à θ, B de R et de Z et le R, je peux les sortir parce que ça ne dépend pas de θ. Donc j'ai R fois B de R et de Z, fois l'intégrale de 0 à 2π, alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste Eθ scalaire Eθ, je sais que ça fait 1, puisque ce sont des vecteurs unitaires, et il me reste donc le dθ. Et donc tout ça est égal à 0. L'intégrale de 0 à 2π de dθ, c'est 2π, donc ça me fait 2πr fois B de R et de Z, qui est égal à 0. Sauf que 2πr ne vaut pas 0, parce que 2π c'est une constante, ça ne vaut pas 0. R vaut pas 0, parce que je suis un cercle dont le rayon n'est pas nul. Donc j'en déduis que B de R et de Z est égal à 0. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ à l'intérieur du tore, donc dans la partie creuse au milieu, est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ magnétique créé par le tore dans la partie creuse ici. Donc ça, c'est pour quand on est à l'intérieur du tore. Maintenant, si on est à l'extérieur du tore, donc là, si je fais le même raisonnement, je vais prendre un point M à l'extérieur du tore, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore une fois un circuit fermé,
Le circuit fermé que je vais prendre, ça va être le circuit que je vais faire en pointillé, et qui est de la même manière le cercle de centre O et passant par mon point M. Mais là, je vais faire exactement le même calcul, je vais dire que l'intégrale de b scalaire dl égale mu0 fois i enlacé. Le i enlacé vaut toujours 0, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a autant de i qui va vers le haut que vers le bas. C'est-à-dire qu'on voit ici que le i, si on le met un petit point parce qu'il va vers la caméra, et ici on peut mettre une petite croix parce qu'il redescend vers le tableau. Ce qui fait que le i qui passe dans ce sens-là, alors il est positif parce que moi j'ai pris le circuit, encore une fois, dans ce sens-là, c'est-à-dire vers z. Donc le i qui est dans ce sens-là est compté positivement, puisqu'il est selon le même direction que z, le même sens. Par contre le i dans ce sens-là, donc comme il va vers le tableau, il est compté négativement parce qu'il va vers le bas. Enfin vers le bas, c'est-à-dire vers le tableau. Mais comme c'est le même i qui est compté positivement et négativement, finalement, eh ben, les i enlacés s'annulent. Ça, c'est pour une spire, mais si on regarde, toutes les spires, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il y a autant de courant qui va être compté positivement que de courant qui va être compté négativement. Et donc, au final, ça va me faire un i enlacé qui sera quand même égal à 0. Au niveau de l'intégrale à gauche, c'est exactement le même principe, puisque j'ai encore un cercle, donc c'est toujours b de r de z e θ, ça c'est le b. Le dl, c'est toujours r d θ selon e θ, ça n'a pas changé. Et tout le reste ici est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Et donc, j'en déduis encore une fois que b de r et de z est égal à 0. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que à l'extérieur du tore, comme à l'intérieur dans la partie creuse, le champ est égal à 0. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Quand on a un tore parcouru par un courant I, eh bien, le champ à l'intérieur comme à l'extérieur du tore est égal à 0. Maintenant, petite différence, si je fais la partie intérieure entre guillemets du tore, qui est la partie vraiment dans le tore, hein, c'est-à-dire qui est située entre les spires. Donc là, encore une fois, je vais faire le même principe. Je vais prendre un contour d'ampère, qui sera un cercle de centre O et de rayon R, et qui est, encore une fois, parcouru dans ce sens-là, c'est-à-dire parcouru dans le sens Eθ. Alors là, au niveau du calcul de l'intégrale de b scalaire dl, c'est encore une fois exactement la même chose, il n'y a rien qui change puisque le dl c'est toujours le même puisque c'est toujours un cercle, le b c'est toujours b de r et de z selon θ, donc à la fin j'ai toujours 2 pi r fois b de r et de z. Mais là, la différence, c'est que le i enlacé, cette fois-ci, on voit qu'il n'y a que les parties à l'intérieur qui sont enlacées. C'est-à-dire que les parties à l'extérieur, qui elles retournaient vers le tableau comme tout à l'heure, ne font pas partie du contour d'ampère, c'est-à-dire les pointillés. Donc cette fois-ci, le i enlacé ne sera pas égal à 0. Tout à l'heure, il valait 0 parce qu'il y avait autant qui passait dans un sens que qui passait dans l'autre sens, donc autant de positivement que négativement. Là, on voit qu'il n'y a que ceux à l'intérieur, donc comptés positivement, qui vont être pris en compte. Alors pourquoi positivement? Parce que comme j'ai mis mon contour d'ampère dans ce sens-là, encore une fois, d'après la règle de tire-bouchon, je vais vers le haut, et comme le i ici va dans le même sens, eh bien, je vois que ça va être compté positivement. Alors combien il y a de i aussi, parce que là j'ai un i, mais là j'ai un autre i, etc. J'ai autant de i qu'il y a de spires. Or j'ai dit qu'il y avait n spires en tout, donc comme il y a n spires qui sont comptés avec un i, ça fait ni. Et comme il y a le mu0 en plus, ça me fait mu0 ni. Donc ici, ça ne change pas, j'ai mu0 ni. Et j'en déduis donc, si ici je laisse mu0 ni, que j'ai mon b de R et de Z, si j'isole, hein, qui vaut mu0 ni divisé par 2 pi r. Donc voilà le champ que je trouve, cette fois-ci, entre les spires, hein, donc ce qu'on appelle l'intérieur. Alors l'intérieur du tore c'est ça, donc on a vu c'est 0, l'extérieur du tore c'est ça, c'est 0 aussi, mais par contre entre les spires, donc à l'intérieur du donuts entre guillemets, j'ai mu0 ni divisé par 2 pi r. Alors on va mettre plutôt 2 pi avec un petit r, puisque ici c'est b de petit r et de z, et donc le petit r hein, que j'avais mis ici. Donc il n'y a pas de grand R ici, c'est qu'un petit r.
Après, éventuellement, ce que je peux faire, c'est rajouter le vecteur b, parce que b, on a dit que c'était b de a à 2z selon Eθ, donc j'en déduis que b est égal à mu0 ni sur 2 pi r selon Eθ, mais ça, attention, uniquement ici, entre les spires. À l'intérieur du tore et à l'extérieur du tore, on a vu que le b est égal à 0. Donc voilà une application très simple du théorème d'Ampère. On voit qu'ici, il n'y a aucune difficulté, dans le sens où les symétries et les invariances se trouvent plutôt bien, et le contour d'Ampère se fait plutôt bien également. Bien faire attention, le piège, c'est quand on fait à l'extérieur du tore, qu'il y a autant de courant qui est compté positivement que de courant qui est compté négativement, et à ce moment-là, ça fait 0. Alors que quand on est ici dans le tore, entre les spires, on voit qu'il n'y a que ceux qui sont comptés positivement qui vont être pris en compte, et pas ceux comptés négativement. Alors, petite remarque, imaginons que j'avais pris le circuit mais orienté dans l'autre sens. Donc je l'oriente dans le sens vers inférieur, enfin dans le sens inverse de Eθ. Parce que Eθ était dans ce sens-là, alors qu'ici je prends l'inverse de Eθ. Quelle va être la différence? La différence, c'est que mon dl va être selon moins Eθ. Donc si mon dl est selon moins Eθ, j'ai un moins qui va apparaître ici. Par contre, au niveau du b, lui, ça ne change pas, c'est que le dl qui change. Mais au niveau du i enlacé, ça va changer également, puisque comme mon circuit est orienté dans ce sens-là, d'après la règle du tire-bouchon, mon circuit est orienté vers le tableau. Et comme le i, lui, au contraire, il va vers la caméra, à ce moment-là, le i sera compté négativement, donc j'ai moins mu0 ni et non pas plus mu0 ni. Mais on voit que du coup, les moins s'annulent, et au final, ça nous donne à l'étape d'après la même chose, si on simplifie les moins. Donc, comme on le voit, heureusement, et évidemment, hein, le résultat ne dépend pas du sens dans lequel on a pris l'orientation du circuit. Évidemment, il faut toujours, si possible, prendre un sens plutôt sympathique, c'est-à-dire où on va avoir le moins de signes moins et plutôt des signes plus. C'est pour ça que j'avais pris au début orienté dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on voit que on n'a pas des moins, et donc c'est plus simple, ça évite les erreurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur l'électromagnétisme. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.